La farine, on en a presque tous dans nos cuisines. C'est l'ingrédient de base pour le pain, les gâteaux, les pâtes, bref, un produit simple, familier et qui a l'air complètement inoffensif. Et pourtant, cette poudre si blanche cache un secret d'une puissance absolument dévastatrice. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. D'un côté, on a l'image qu'on connaît tous, la farine, un aliment de base, tranquille. Et de l'autre, sa nature cachée, un explosif redoutable dans les bonnes conditions. C'est ce contraste-là qui est au cœur de notre histoire. C'est la grande question, non ? Comment un truc aussi commun peut se transformer en une force capable de raser des bâtiments entiers ? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est à Minneapolis en 1878. À cette époque, la ville n'est pas encore la ville des lacs. Non, c'est Fleur City, la cité de la farine. C'est tout simplement l'épicentre mondial de l'industrie minière. Et le joyau de cette couronne industrielle, c'était lui, le moulin Washburn A. Inauguré en 1874 par un certain Cadwallader C. Washburn, ce mastodonte de 7 étages était, à l'époque, le plus grand moulin farine du monde. Un vrai symbole de progrès. Et pour ce qui est de la production, c'était juste colossal. Imaginez un peu, chaque jour, 2000 barils de farine sortaient de ces meules. C'est assez pour faire 12 millions de miches de pain par an. Le moulin tournait vraiment à plein régime. Mais bon, il faut dire que travailler dans ce géant industriel, c'était loin d'être une partie de plaisir. Les engrenages à nu pouvaient vous arracher un bras, les courroies claquaient comme des fouets. Et puis, il y avait ce danger plus sournois. Les ouvriers respiraient tellement de poussière de farine qu'ils finissaient par développer le poumon du boulanger, une sorte d'asthme mortel. Mais en fait, le plus grand danger de tous était invisible. Il flottait simplement dans l'air. On arrive au 2 mai 1878. Il est 18 heures. La plupart des 200 ouvriers de jour rentrent chez eux. Une toute petite équipe de 14 hommes prend la relève pour la nuit. 1 heure passe. Un témoin remarque une lueur étrange qui danse aux fenêtres. Et là, à 19h08, l'impensable se produit. En l'espace de quelques secondes, 3 déflagrations cataclysmiques pulvérisent le bâtiment. La puissance de l'explosion est terrifiante. Le bruit a été entendu jusqu'à Saint-Paul, la ville voisine. Des blocs de granit du bâtiment ont été projetés à des centaines de mètres. Beaucoup d'habitants ont cru à un tremblement de terre, tellement le sol a tremblé. Le lendemain, le Minneapolis Tribune a essayé de mettre des mots sur ce chaos. Cette phrase résume parfaitement le choc, la dévastation ressentie par toute la ville. Une calamité dont l'esprit peine à saisir la soudaineté et l'horreur. Et le bilan humain, il a été tragique. Les 14 hommes de l'équipe de nuit du Washburn A sont morts sur le coup. Le feu s'est ensuite propagé aux moulins voisins, le Diamond et le Humboldt, qui ont explosé à leur tour, tuant 4 autres personnes. Au total, 18 vies perdues. Mais alors, comment est-ce que c'est possible ? L'enquête a vite écarté les rumeurs de nitroglycérine ou de gaz bizarre. Non, la cause était à la fois plus simple et finalement bien plus choquante, c'était la poussière de farine elle-même. En fait, ce phénomène porte un nom, une explosion de poussière. C'est la combustion quasi instantanée de particules fines et inflammables quand elles sont dispersées dans l'air, dans un endroit confiné. Le truc intéressant, c'est que ça se passe au niveau chimique. La farine, c'est un glucide, un peu comme du sucre. En gros, ce n'est pas si différent du bois. C'est une matière organique et comme toute matière organique, ça peut brûler. Et là, on arrive au point essentiel, la surface de contact. Si on met le feu à un tas de farine bien compacte, ça va à peine brûler, très lentement, parce que seul l'extérieur est en contact avec l'oxygène. Mais si on disperse cette même farine en un fin nuage de poussière, chaque minuscule particule est entourée d'oxygène. La surface de contact est multipliée des milliers de fois, ce qui permet une combustion si rapide qu'elle devient une explosion. C'est un peu la recette parfaite pour une catastrophe. Il faut 5 éléments. Primo, la poussière combustible. La farine, on l'avait. Secondo, l'oxygène. Il y en avait dans l'air. Tertio, la dispersion. L'air du moulin était saturé de particules. Quatrio, le confinement, les murs du bâtiment. Il ne manquait plus qu'un seul truc, la source d'inflammation. Et ce soir-là, l'enquête a conclu que c'est le frottement de 2 meules à sec qui a produit l'étincelle fatale. Après ça, la ville était sous le choc. Tout le monde avait peur. L'industrie qui faisait la fierté et la richesse de Minneapolis était peut-être détruite pour de bon. L'impact économique a été immédiat et il a été dévastateur. En une seule nuit, Flow City a perdu quasiment la moitié de sa capacité de production. 6 moulins avaient été tout simplement rayés de la carte. Mais au milieu des ruines encore fumantes, le propriétaire, Cadwallader Washburn, a pris une décision.
Il n'allait pas abandonner, il allait reconstruire, et il allait s'assurer qu'une telle tragédie ne puisse jamais, jamais se reproduire. Et la reconstruction, qui s'est terminée en 1880, a vraiment marqué un tournant. Le nouveau moulin a été conçu avec des technologies révolutionnaires pour l'époque, des systèmes de ventilation et des collecteurs de poussière pour nettoyer l'air. Ces innovations ont complètement changé les règles de sécurité dans toute l'industrie. Au final, l'héritage de cette nuit terrible est immense. Elle a donné naissance à des normes de sécurité qui ont sauvé d'innombrables vies par la suite. Touché par le sort des familles, Washburn a aussi financé un orphelinat. Et aujourd'hui, les ruines du moulin sont devenues un musée et un mémorial rend hommage aux 18 hommes qui ont perdu la vie ce jour-là. Cette histoire nous rappelle que même les choses les plus banales, les plus ordinaires, peuvent cacher une puissance qu'on n'imagine pas. La prochaine fois qu'on ouvrira un sac de farine, on se souviendra peut-être de l'histoire du moulin washburnais. Et ça amène à se demander quels autres secrets se cachent dans les objets qui nous entourent tous les jours. Certaines histoires, même un siècle plus tard, elles refusent de se laisser oublier. Le lynchage de Dulles, c'est l'une de ces histoires-là. C'est un chapitre vraiment sombre de l'histoire américaine qui, encore aujourd'hui, nous force à nous poser des questions. Des questions sur la justice, sur la mémoire collective. C'est assez surprenant comme question, n'est-ce pas ? Et pourtant, ce lien, un peu inattendu, c'est vraiment la clé pour décoder cette vieille tragédie et comprendre comment elle résonne encore dans notre culture, même aujourd'hui. Alors, la chanson en question, c'est la fameuse Desolation Row. Et son auteur, c'est Bob Dylan. Et la coïncidence, c'est qu'il est originaire de Duluth. Oui, la ville même où toute cette histoire s'est passée. C'est fou quand on y pense. 45 ans plus tard, le souvenir, le traumatisme de cette nuit était encore tellement présent qu'il a pu inspirer une des chansons les plus cultes du XXe siècle. Alors pour comprendre pourquoi, il faut qu'on remonte le temps. Retour en 1920. Pour vraiment saisir la violence de cette nuit de juin, il faut qu'on se mette dans l'ambiance de l'époque. Duluth, juste après la Première Guerre mondiale, ce n'était pas du tout une ville tranquille. Non, c'était une véritable poudrière, sur le point d'exploser d'un point de vue social et économique. En fait, on a une combinaison de 3 facteurs qui a rendu la situation explosive. D'abord, il y avait cette peur économique, avec l'arrivée de travailleurs noirs venus du Sud. Ensuite, un climat national de violence raciale vraiment tendu. Et pour couronner le tout, un cas juste avant, dans la même ville, qui a montré que, on pouvait lyncher quelqu'un et s'en sortir sans problème. Bref, tous les ingrédients de la catastrophe étaient là. Et comme c'est souvent le cas dans ces situations tendues, il ne manquait plus qu'une étincelle pour que tout s'enflamme. Et cette étincelle, elle est arrivée avec un cirque, le cirque James Robinson, et une accusation qui, on le verra, a été complètement fausse. Voilà comment ça démarre. Le 14 juin 1920, un adolescent, James Sullivan, va voir la police et il dit que sa petite amie, Irene Tusken, a été agressée par un groupe d'employés noirs du cirque. Et là, dans une ville déjà à cran, la rumeur, elle part comme une traînée de poudre. Et là, on voit un fossé énorme entre la rumeur et les faits. D'un côté, la rumeur qui enfle, qui devient de plus en plus horrible. Certains disent même que la jeune femme est morte. Et de l'autre, la réalité, établie par un médecin. Il n'y a eu aucune trace d'agression ni de viol. Mais c'était déjà trop tard. La vérité, plus personne ne voulait l'entendre. Les faits ne comptaient plus. Et c'est ce cocktail explosif, la rumeur et les tensions ambiantes, qui va mener à un effondrement complet de l'ordre public et de la justice. Les institutions qui auraient dû protéger ces hommes, elles ont complètement failli à leur mission. Cette colère, qui était nourrie par un mensonge, elle s'est très vite transformée en action. En très peu de temps, des milliers de personnes se sont retrouvées devant la prison de la ville. Et leur demande était claire. Ils voulaient qu'on leur livre les suspects. On parle de 5 à 10 000 personnes. C'est énorme. Il faut vraiment essayer d'imaginer ce que ça représente. Une véritable marée humaine qui a envahi le centre-ville. Et face à ça, les autorités étaient complètement dépassées. Et voilà, le point central de cet échec des institutions. Ce n'est pas seulement que la police n'était pas assez nombreuse, non. C'est qu'elle avait reçu l'ordre de ne pas utiliser ses armes, de ne pas résister. C'était un abandon, pur et simple, des hommes qu'ils étaient censés garder en sécurité. Du coup, sans aucune résistance en face, la foule n'a eu aucun mal à forcer les portes de la prison. Ils sont entrés, ils ont fouillé les cellules et ils ont sorti de force 3 des 6 hommes qui y étaient détenus. Ces 3 hommes s'appelaient Elias Clayton, Elmer Jackson et Isaac Magee. C'est eux qui ont été lynchés cette nuit-là. C'est vraiment important de se souvenir de leur nom pour leur rendre un peu de leur humanité, au-delà du fait d'être des victimes. Mais l'histoire, aussi terrible soit-elle, ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé ensuite,
Les conséquences, ça nous montre à quel point le chemin vers la justice et la mémoire peut être long et compliqué. Parce que l'injustice, elle a continué. Prenez le cas de Max Mason. C'était un des autres employés du cirque. Il a échappé à la foule, mais il a quand même été condamné à 30 ans de prison lors d'un procès complètement biaisé. Ça montre bien que le problème ne s'est pas arrêté à cette nuit-là. Pourtant, cette tragédie a quand même provoqué un électrochoc, notamment grâce aux avocats de Max Mason. Dès l'année suivante, l'État du Minnesota a voté une loi anti-lynchage qui était vraiment en avance sur son temps. Pour la première fois, les policiers ou les responsables de prison pouvaient être tenus pour responsables s'ils ne protégeaient pas les gens sous leur garde. C'est une avancée juridique née directement de cette horreur. Et quand on regarde cette chronologie, on voit bien que la mémoire, ça prend du temps. Ça a commencé avec la loi en 1921, puis bien plus tard, l'écho artistique avec Bob Dylan en 65. Ensuite, il a fallu attendre 2003 pour avoir un mémorial. Et enfin, 100 ans après les faits, la réhabilitation de Max Mason. Le chemin a été incroyablement long, mais ça montre que la justice, même si elle arrive très tard, elle reste possible. Et au final, c'est la question qui reste. Comment est-ce qu'une communauté, une société, fait pour guérir de sa propre histoire ? Entre les mémoriaux, les chansons, les pardons, on voit bien que c'est un processus complexe, peut-être même sans fin. L'histoire de Duluth, elle nous force à regarder en face nos chapitres les plus sombres et à nous demander comment on peut s'en servir pour construire un avenir un peu meilleur.